Nous allons commencer avec une présentation du Mbok Basson sur les questions environnementales. Donc, vous avez l'intitulé du sujet qui va être traité avec précision. En deuxième lieu, dans une heure et demie, 2 heures après la présentation du Mbok Basson, nous aurons une présentation du professeur Jean-Paul Mélec sur l'agriculture et l'astronomie. Et nous aurons une pause de 15 à 20 minutes pour prendre un goûter. Et l'après-midi, tout le reste de l'après-midi, nous allons être entretenus par l'atelier de la sœur Nature Eben. Je pense qu'il faudra enchaîner, compte tenu du retard, il faudra enchaîner sur les deux présentations. Tout à fait, tout à fait. Sinon, on va accumuler du retard. Tout à fait. Donc la pause sera après la présentation du professeur Jean-Paul Mélec. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au Mbok Basson. Merci. Je vous remercie d'être tous là. L'enjeu de mon intervention, c'est de montrer ce qu'est la théorie générale de la connaissance en Afrique et de tenter, dans le cas particulier de l'environnement, de voir comment cela se manifeste. Mais il faut tout de suite le dire, cette théorie générale, vous voyez bien le terme général, s'applique au droit, à l'économie, à la science politique, etc. Alors, pourquoi est-ce que je mets théorie générale de la connaissance? Parce qu'il me semble que le modèle africain n'avait pas jusqu'alors trouvé la racine épistémologique fondationnelle, celle qui permet à tous les Africains de penser de la même façon et de structurer leur espace mental et social de la même façon. Donc, je voudrais montrer que cette théorie-là était très proche de nous sans que nous en sachions beaucoup. Et que désormais, nous devons et nous pouvons la réutiliser dans la mesure où la quête actuelle de l'Occident, qui est la science de la complexité, renvoie dans la démonstration, dans les procédures, dans les méthodologies, à cette même théorie. Je voudrais dire que toute la science complexe qui se fait aujourd'hui dans notre planète Terre, qui est gouvernée par ce qu'on appelle la théorie des catastrophes de René Thom, la théorie des structures dissipatives de Lia Prigogine, la logique du vivant de René Basset, etc. Tout est fondé sur la complexité et l'Africain avait trouvé depuis très longtemps la forme élémentaire de la complexité que l'Occident n'a pas encore trouvée. Et mieux que ça, heureusement que nous avons ici assis Jean-Paul Mélec qui est astrophysicien, notre enjeu est de montrer que la théorie du tout que l'Occident cherche depuis longtemps, ce qu'on pourrait appeler l'équation de l'univers, comme Einstein le pensait, dont l'enjeu est d'unifier la physique quantique des particules à la cosmologie. Nous pensons que les Africains l'avaient trouvé il y a 4000 ans. Et en réalité, aujourd'hui, il nous suffit d'y revenir pour être les meilleurs dans l'humanité. Voilà la thèse globale que je défends. Alors, nous allons passer à la phase suivante. Le plan de notre travail consiste d'abord à montrer que nous n'inventons pas la spirale. Certains mythes africains disent de manière explicite que la spirale est à l'origine de notre monde. La deuxième partie, c'est de montrer la forme opératoire de la spirale, c'est-à-dire que nous allons montrer comment, dans les actions scientifiques et dans les actions artistiques, cette spirale se manifeste. Ensuite, nous allons montrer que, en réalité, la spirale se trouve partout dans la nature sans que nous nous en rendions compte. Nous allons donc commencer par la spirale dans les mythes africains. Alors, le premier endroit où je trouve la notion de spirale, c'est chez un monsieur qui était extraordinairement, c'est un pionnier, hein, il dit depuis très longtemps, depuis au moins 1970, que les Bassa en particulier, l'ethnie à laquelle j'appartiens, viennent d'Égypte. Et j'ai découvert dans un de ses textes, tous les mythes africains de l'origine de l'homme partent soit d'un œuf, d'une spirale ou d'un néant qui subit des vibrations dues à des énergies cosmiques, lesquelles transforment cet œuf ou cette spirale en mouvement d'abord fermé, puis se déroulant jusqu'à s'ouvrir en laissant tomber un couple androgyne, homme-femme, lesquels fécondés par l'apport de ces énergies nouvelles
donne naissance à un rejeton. On voit, non, revenez. On voit très bien que ce monsieur est très vite passé. Bon, parce que là, il parle des énergies cosmiques, des vibrations. Nous sommes bien dans la physique quantique, tout le monde s'en rend compte. Vous ne pouvez pas parler des vibrations si on n'est pas dans la physique des particules. Mais il va très rapidement jusqu'à dire que c'est de là que viennent les hommes. On le comprend, c'est un mythe. On n'avait pas besoin d'expliquer à tout le monde comment s'est déroulé l'univers. Le commun des mortels voulait simplement savoir à cette époque-là d'où vient l'homme. Donc voilà un résumé, j'allais dire, c'est un saut très rapide. Mais nous allons comprendre que les Africains savent très bien que l'univers a une histoire. Or, Jean-Paul est là, il sait très bien qu'il n'y a que quelques 4-5 décennies que l'Occident sait que le cosmos a une histoire. C'est-à-dire que c'est avec les migrations des galaxies, il va en parler mieux que moi, que l'Occident se rend compte que l'humanité a une origine qui est cosmique. Vous voyez, quand vous êtes dans la Bible, on vous dit que Dieu a créé le septième jour, Dieu a créé l'homme. L'Occident n'avait jamais considéré que notre cosmos tel qu'observé avait une histoire profonde de milliards d'années, 13,7 milliards d'années environ. Et il n'y a que quelques décennies, ils le savent, alors que nous, depuis les vibrations, on le sait. Vous pouvez passer à la prochaine image. Alors, ici, on se rend bien compte, ça c'est chez les Bambara, et on voit très bien que la théorie darwinienne est connue. En Panteba, c'est lui, il dit dans la savane soudanaise, tout ce qui existe sur notre planète est divisé en 3 grandes catégories ou classes d'êtres, elles-mêmes subdivisées en 3 groupes. Au bas de l'échelle, les êtres muets inanimés, dont le langage est considéré comme occulte, ils sont solides, liquides ou fréments. Au degré médian, les animés immobiles, végétaux. Enfin, les animés mobiles, qui sont terriens, aquatiques ou volants. La suite. Puis ensuite, il dit, dans toute cette histoire naturelle, celle de l'homme est éminente parce qu'il résume tous les règnes, minéral, végétal et animal en lui-même, puisqu'il a été composé d'une parcelle de tout ce qui a existé avant lui. Et aussi parce qu'il a été doté de la parole et qu'à ce titre, il est partenaire de Dieu et gardien de la nature. C'est extraordinaire ce qui est dit là. Parce que voyez-vous, nous avons conscience que depuis les origines, l'homme n'est qu'une parcelle de toutes les choses. Et qu'il est la potentialité absolue de toutes ces choses. Alors que Descartes pensait que l'homme est strictement seul en lui-même et que les animaux, les végétaux, etc. n'avaient rien à voir avec les humains. Vous savez très bien que le monde occidental, dans sa dimension cartésienne, catégorise les êtres sans qu'il y ait des liens entre ces êtres. Or, l'Africain sait depuis très longtemps qu'il y a un rapport immédiat entre les humains et les choses, et les êtres. Voilà donc ce que Amadou Ampateba nous dit. La suite. Merci, faites passer. Alors, ici, quelqu'un nous dit que les lois de la mécanique quantique impliquent l'existence d'un phénomène appelé évaporation des trous noirs, qui semble-t-il serait lié aux tout premiers instants de l'univers. J'ai voulu dire pour ceux qui sont Bassa dans la salle, le Bassa appelle son koum le trou sans fond qui est à l'origine de l'univers, et c'est toujours Wonyo qui nous le dit. Les Bassa estiment que à l'origine de l'univers, il y avait un trou sans fond. Or, on voit très bien qu'un trou sans fond ne peut être qu'un trou noir. Si vous avez un trou qui n'a pas de fond, il faut bien que ce fond-là ne soit que noir. Donc, on ne peut pas penser que ce soit un hasard, que toutes les choses qui sont dites puissamment en physique soient simplement en Afrique des suppositions ou des présupposés qui n'ont rien à voir avec la scientificité de nos ancêtres. Ensuite, on trouve chez les Bambara toujours, il se trouve aussi, comme par hasard, que dans le vide universel se produit un mouvement, un tournoiement, Yariati, qui contient en son sein Miri, l'esprit. Miri, c'est aussi l'œuvre du monde dans lequel est enfermée la nature.
vous voyez, les Africains savent avant le Big Bang que toutes les choses, tous les êtres viennent d'un même espace primordial qui pour certains c'est un œuf à l'intérieur duquel se mouvoie une force, se met une force, et c'est cette même force qu'on retrouve chez Ra, chez Yeyerti, chez les Douala, on appelle ça TI, les autres appellent ça C. Donc vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que les Africains savent depuis très longtemps que l'univers est un. Il y a une unité du réel, ce que la science n'avait jamais su il y a encore près de 5 décennies à 6 décennies. On poursuit. Alors, chez les Ashantis de l'Afrique occidentale, Margaret Place, c'est elle qui signale qu'on rencontre souvent la spirale, symbole de la naissance et de la création sur les ailes d'un oiseau ou sur la tête d'un animal. Donc, même chez les Ashantis, la spirale revient. Et on retrouve aussi chez les Dogons du Mali la spirale de la création qui est aussi attestée. Donc, vous voyez très bien, l'enjeu de la spirale n'est pas un enjeu gratuit. Si tous nos mythes portent la spirale comme de l'origine, ça veut dire que c'est un sentier que nous devons essayer de regarder de très près. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, ça ici c'est un bonbon comme moi qui dit que le principe central de l'univers chez les Bassa, tel qu'il est connu chez les Bassa, est sa tension constante vers la consolidation de l'existence. Et cette existence est conçue comme étant liée à la capacité de ses composantes à améliorer leur solidarité, à maîtriser les forces du désordre. Donc, nous entrons maintenant de plein pied dans la manière dont l'Afrique fonctionne. Les mythes actuels, tout en Afrique a pour but de vaincre les forces du désordre. Parce que dans la pensée africaine, les forces de l'ordre s'opposent toujours aux forces du désordre. Vous allez donc vous souvenir que Horus et Seth, dans la pensée égyptienne, sont toujours en lutte. Et c'est la même chose qui se poursuit. La suite. Alors, il dit que le Mbok symbolise l'univers et s'organise comme lui, en deux faces. D'ailleurs, le Mbok signifie, dans son sens restreint, univers qui vient du verbe Bok, rangé, disposé, en ordre, pour obtenir le contenu le plus dense possible. Ça, c'est un autre initié qui le dit. Et vous voyez, brusquement, l'Afrique s'organise par rapport à l'ordre de l'univers. On se rend compte que les Africains estiment que si vous voulez vous organiser, il faut imiter l'ordre de l'univers qui vous a engendré. La pensée n'est donc pas une pensée rationaliste, individuelle au sens de l'Occident. Ce n'est pas un individu qui se lève et qui dit « moi je dis »,« moi je pense », Hegel, Kant, etc. Dans l'Afrique ancestrale, il y a un objectif, l'univers. L'univers est contrôlable, analysable, objectivable. Conséquence, nous sommes en plein dans la science, avec pour référent l'univers. Donc vous voyez, c'est deux approches différentes. Le modèle occidental dont l'enjeu est que l'individu pense réfléchir et prétend même souvent réfléchir mieux que Dieu. Vous vous rappelez Prométhée qui veut arracher le feu aux dieux dans les mythes occidentaux. Et vous voyez dans l'Afrique ancestrale, c'est le respect de la nature et la volonté d'être en conformité avec cette nature. Or, la question fondamentale, c'est comment fait-on pour imiter l'univers? On va commencer sur quoi pour dire que nous voulons nous organiser? Alors, si on veut s'organiser, regardons l'univers. Mais on va commencer par quoi? Et c'est là où la problématique égyptienne intervient, l'égo-égyptienne. C'est du génie que de prétendre que vous allez regarder la nature pour vous organiser. Je parie que personne d'entre nous ici n'est capable de dire qu'il regarde la nature et après va s'organiser. Comment il va faire? C'est ça qui est intéressant pour la suite. Allez-y. La société pharaonique apparaît structurée en cercles concentriques, ou mieux en pyramides juxtaposées ou superposées, qui s'emboîtent les unes dans les autres à la manière des poupées russes. La plus grande étant constituée par le roi, sa famille, son entourage par la terre, ses hauts fonctionnaires centraux et provinciaux, ses envoyés et ses scribes. Dans ce réseau général, des espaces de non-droit ne sont pas envisageables et au niveau local, la relation patron-client apparaît importante. Nous sommes là dans la théorie des systèmes. C'est-à-dire que
l'Afrique admet que chaque entité a une logique propre. Les Bassa sont des Bassa, les Bamileke sont les Bamileke, les Luba sont les Luba. Chaque peuple est ce qu'il est. Si vous voulez faire un État, vous ne pouvez pas venir centraliser en imposant par le haut. L'Afrique estime que chacun reste là où il est et tout le monde doit être d'accord simplement qu'on se mette ensemble et de créer le consensus. C'est un peu comme je dis souvent en m'amusant, le chien et le chat, chacun connaît le droit. Nous n'inventons pas le droit. Le chien sait que ici, là, le chat va me faire mal. Il sait que je déborde là-bas, ce n'est plus bon. Il sait très bien qu'il va être agressé. Et quand il a agressé, il retourne. Parce qu'il sait que le droit, c'est pas ça. Alors, il n'y a que dans la rationalité occidentale où un peuple peut traverser les mers et prétendre mettre les autres en esclavage au nom de son droit. Mais bon, sans les chiens et les chats connaissent le droit. Nous, on connaît le droit plus que qui. Voilà donc. Cette même logique, c'est elle qui permet à la société africaine de s'organiser. Chacun est ce qu'il est, chacun reste là où il est, chacun a son roi, chacun a son chef, mais les chefs s'entendent et il y a un super roi, et le super roi lui dit, dès qu'il a mal fait, on lui dit, dépose les choses, tu tues ou bien tu te suicides, tu as mal fait. Ça veut dire que les Africains sont conscients qu'il y a un ordre, même si personne ne sait d'où vient cet ordre. Mais intuitivement, l'Africain sait qu'il y a une justice immanente, il y a un droit. C'est pour ça que là, chacun vient parler au nom du droit, sans qu'on ait besoin des avocats qui vous trompent, qui vous disent avec 1000 articles de droit, ce qui n'est pas vrai. Donc, l'Afrique s'organise dans la théorie de l'univers et on appelle ça la logique fractale. Les Bamileke du Cameroun sont les mieux placés aujourd'hui pour vous dire ce que c'est. Il y a les réunions de quartier, il y a les réunions de village, il y a les réunions de Bamileke. C'est-à-dire que, même s'ils sont à Bertois ou à Bafoussam, même en Côte d'Ivoire, là-bas, ils savent que celui c'est un Baleng, l'autre c'est un Bafoussam, l'autre c'est un Baham. Les Baham se mettent d'abord entre eux. Et après, ils disent, bon, comme nous on est Baham, on est dans le quartier Tamja. Bon, les Tamja se réunissent entre eux. Quand les Tamja ont fini de se réunir entre eux, ils disent, bon, les Bafoussam réunissent. Après, ils disent, bon, maintenant qu'on a fini avec les Bafoussam, c'est les Bamileke en général. Donc, c'est la même logique que l'Égypte. C'est une logique fractale. C'est Benoît Mandelbrot qui en parle pour la première fois. Benoît Mandelbrot dit que l'univers est organisé et que les choses se répètent indéfiniment avec la même structure fondamentale de base. C'est cette structure fondamentale qui est la meilleure pour la gestion des systèmes complexes. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le polymorphisme et l'écosystème complexe. Tout le monde se rend bien compte que vous êtes obligé de tenir compte des autres et ne pas leur imposer votre propre culture, votre droit, votre économie, comme si par exemple vous étiez des êtres particuliers. Alors, maintenant je vais examiner la forme opératoire de la spirale. Maintenant que nous avons compris que les Africains, même intuitivement, sentent qu'ils doivent s'organiser comme ça, le Bassa, le Douala, le Nyabassa, etc. Il faut donc que nous voyions dans quelle mesure cette forme-là est opératoire pour demain. Faites passer. Alors, l'inscription de Shabaka dit ceci. Voilà, Shabaka justifie l'existence d'un état juste de la nature de la société tel que l'a fixé l'acte créateur. Et à partir de là, dans un cas, ce qui est correct, exact, et dans l'autre cas, le droit, l'ordre, la justice et la vérité. Vous voyez très bien que l'inscription de Shabaka, qui est une copie, 716 avant Jésus-Christ, vous voyez très bien que les Africains savent déjà qu'il y a une loi dans la nature qui prescrit ce qui est correct, exact, et dans l'autre ce qui est le droit, l'ordre, la justice et la vérité. Mais où allons-nous prendre cet ordre-là? Vous comprenez? Parce que la question qui m'a taraudé l'esprit, c'était comment Shabaka peut dire il reprend de dire l'acte tel que l'a fixé le Créateur, et à partir de là, dire ce qui est correct. On va partir de quoi? S'il faut bien partir de quelque part, il faut que tout le monde sache de quoi il est question. Et c'est ce quoi il est question qui était très difficile à résoudre. Et c'est précisément là que se trouve l'enjeu du génie nègre. La suite. Mathilda Dika lui-même aussi dit, dans le nombre d'or, Mathilda Dika saisit comme un logos de la valeur
saisi le logo de la valeur comme le jugement, la faculté essentielle de l'intelligence raisonnante, la juste perception des rapports entre les idées et les choses. Là encore, où se trouve la juste perception, vous allez la comprendre comment? Vous allez la connaître comment? Et on voit Georges Posner, et ça nous met un titre, ça nous fait un titre. L'équilibre de tout cet univers, le rapport harmonieux de ces éléments, leur nécessaire cohésion au maintien des formes créées, c'est ce que les Égyptiens appellent Mahat. Alors, on commence à voir clair. L'équilibre de tout l'univers, l'interpénétrabilité de toutes les choses, leur justesse, c'est ça que les Égyptiens appellent Mahat. Mais même là, on sait où ça se trouve. Où on va voir l'équilibre de toutes les choses, a priori, on ne peut pas savoir. Il nous faut donc poursuivre la démarche. Poursuivez, s'il vous plaît. Alors, quand on regarde chez Théophile Obenga, il dit qu'il a découvert dans les textes de la 12e dynastie, ça c'est le Yamese, le fameux mathématicien scribe, qui dit méthode correcte d'investigation dans la nature, pardon, pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets. Alors, un mathématicien ne peut pas parler de manière si hasardeuse, dire que moi je vous connais, je vous donne la méthode mathématique pour connaître chaque mystère, chaque secret. Même les agrégés de maths aujourd'hui, universitaires de maths, ne peuvent pas répondre à une telle question. C'est une question qui examine les fondements de l'univers. Comment connaître le secret et tous les secrets, messieurs? C'est un enjeu extraordinaire. Et vous voyez, dans la suite, ça c'est mon propre commentaire. Bon, vous pouvez passer. Alors, on se rappelle en même temps que un sage égyptien a fait dire à Solon, parce que Platon reprend ça dans le Timée, il dit à un blanc qui est venu passer du temps en Égypte pour apprendre, quant à la vie intellectuelle, tu vois sans doute quelle attention la loi chez nous égyptiens apporte. À partir des principes premiers qui touchent l'univers, nous sommes en physique quantique, cosmologie, les principes premiers qui touchent l'univers, elle a réglé toutes les découvertes jusqu'à la divination, à la médecine, qui a en vue la santé. Des spéculations divines, elle a tiré des applications humaines. La pensée se précise. Il s'agit des premiers instants de l'univers. Donc nous sommes dans le Big Bang. Il faut connaître ces premiers instants de l'univers pour avoir la prétention que sur cette base, vous allez organiser la médecine, le droit, la science en général, l'architecture. Je ne sais pas si vous mesurez la difficulté. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé des questions extraordinaires. Quels sont ces messieurs où Yann et vous dit d'abord que méthode correcte pour connaître chaque secret, chaque mystère dans l'univers. Et maintenant, quelqu'un dit avant, nous on a la loi, et c'est à partir de là, des principes premiers de l'univers, que nous organisons notre société. Je crois que c'est dans 10 000 ans que l'Occident va trouver ça. Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable, même maintenant. Vous allez voir pourquoi. Poursuivez. Georges Posner nous dit, Mahat, c'est donc à la fois l'ordre universel et l'éthique qui consiste à agir en toutes circonstances en accord avec la conscience de cet ordre universel. Il faut donc être un initié. Il faut d'abord connaître l'ordre. Il faut être un matheux, un cosmologue. Et quand vous avez fini de connaître l'ordre, il faut avoir l'éthique. C'est-à-dire, il faut que vous soyez responsable. Parce que vous avez vu comment l'univers fonctionne. Vous dites, si Dieu a voulu que ça soit ainsi, il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons pas savoir plus que Dieu. Conformons-nous. Donc, il vous faut une éthique qui vous permet d'être en conformité avec ce que l'ordre universel est. Donc, l'Afrique ne parle pas de religion. Hein. Les dieux ne sont pas les dieux au sens bête du terme de l'homme occidental. Les dieux ici, c'est la parfaite magnificence de la science. On se dit à ce niveau-là, non, ça ne peut être que des dieux. Mais le chemin n'est pas inverse. C'est-à-dire l'Africain ne fait pas comme l'Occidental qui est venu et qui a dit non, Dieu existe, voilà ce que nous on va dire de Dieu. L'Africain dit non, moi je ne sais rien. Je regarde l'univers, après je dis non, c'est magnifique, c'est Dieu. Donc, c'est deux démarches très différentes.
D'un côté, la pensée africaine qui prescrit que tu regardes l'ordre de l'univers et tu appliques, et de l'autre côté, des gens qui prétendent que par leur propre satisfaction morale, par leur propre fantasme rationnel, ils vont organiser le monde. Vous voyez très bien, c'est deux mondes anthropologiquement opposés, épistémologiquement opposés, du point de vue de la théorie de la connaissance. Il s'agit d'un côté des Africains qui observent l'univers et qui disent c'est ça, et de l'autre côté des gens, des prétentieux, qui disent que nous on sait. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, en étudiant le masque Thomas, c'est mon parrain qui est décédé, qu'il avait étudié avec un architecte qu'on appelle Dinédoire, qui est très intéressé par les objets d'art. Et suite à ce que Diop disait dans Civilisation Barbarie, Diop disait, si vous regardez même la statuaire, vous allez voir que ça suit le canon égyptien de l'ordre, du nombre d'or. Donc ils ont pris le masque Thomas au hasard, ils l'ont monté dans les proportions d'or que nous allons voir par la suite, et il se rend compte qu'il y a la spirale là-dedans. Alors, le jour où moi j'ai vu mon parrain faire ça, je lui ai dit, comment tu as su qu'il y a la spirale dedans? Il m'a dit que Diop avait dit de bien regarder cette affaire-là, j'ai essayé. Je lui ai dit, mais comment tu expliques qu'il y a la spirale là-dedans? Il dit que nous, le monde s'interroge, on va voir ce que ça va donner. Deuxième coup, suite, le même architecte prend le haut de masque totémique de Bambara du Soudan, ça se trouve à l'entrée de la présidence du Mali actuellement. Il refait le tracé égyptien de la géométrie et il retrouve encore le nombre d'or. Nous tirons ensemble la conclusion que ça ne peut pas être le hasard chaque fois. Pourquoi l'Africain qui fait son art touche immédiatement à la loi? Parce qu'à ce moment, nous tirons la conclusion que ça ne peut être que la loi. Mais cette conclusion est provisoire. Nous nous disons, si le gars qui fait son objet d'art, à force de manipuler son objet, à l'instant précis, tac, il dit je ne peux plus rien ajouter ici. C'est le masque là, non, l'objet est fini. Parce qu'il touche l'illumination. Pourquoi ne poursuit-il pas? Pourquoi ne continue-t-il pas à cisailler son masque? Pourquoi s'arrête-t-il là net? C'est parce qu'il entre en résonance avec l'ordre de l'univers qui lui prescrit d'arrêter son travail tout accompli. Conclusion, l'artiste nègre est directement en relation avec la loi cosmique de l'univers. Il porte en lui la loi cosmique. Maintenant, il nous faut voir comment cette loi, la cosmique, se déploie. Parce que c'est ça qui explique aussi les raisons pour lesquelles il s'organise en spirale. Il s'organise en cercle concentrique jusqu'à ce que le roi représente toutes les parties. Parce que je suis persuadé que si vous faites une démonstration mathématique, une morphologie du modèle politique de l'Afrique, entre les cercles concentriques qui vont jusqu'au niveau de la pyramide, vous allez voir que la spirale rattrape chaque niveau et chaque palier. Donc même là aussi, il y a la spirale sans qu'on s'en rende compte. Poursuivez s'il vous plaît. Et voilà Sa Majesté la galaxie. C'est notre Voie lactée. Elle est constituée du bulbe que vous voyez à l'intérieur, Jean-Paul est là. Et cette Voie lactée a des milliards d'étoiles. Nous ne sommes qu'une poussière. Voici le système solaire ici. Il est ici, le voici. Vous comprenez? Nous ne sommes rien, nous voici ici. C'est le système solaire ici. Hein? Et le système solaire n'est rien dans toute cette chose-là. Et dire qu'il y a encore d'autres milliards de choses comme ça. Et l'homme qui est sur Terre a la prétention d'être le maître de l'univers alors qu'il ne sait même pas ce qui se passe ailleurs. Et si les gens se moquent de nous. Alors, comme il a la prétention d'être rationnel, il organise Dieu, dit machin, Jésus va le sauver, Mahomet est là, et puis n'importe quoi. Regardez très bien ce qui se passe. Ici, là, vous avez les proportions. Ce monsieur qui a fait ça ne sait même pas qu'il se rapproche de la proportion égyptienne. Entre la fin, ici, là, du bulbe, c'est-à-dire vous pouvez être dans le dernier bras, le milieu, c'est-à-dire ici, X sur Y approche 1,618. J'ai fait le calcul. Ici, ça fait 1,666
Mais parce qu'ils ont trop arrondi les années-lumière. Ici, vous avez 25 000 années-lumière et là, 100 000 années-lumière. Je crois qu'ils ont trop arrondi les chiffres. Mais en regardant très bien, vous allez vous rendre compte que l'univers organisé a prescrit que du bulbe qui se trouve là, jusqu'à la limite externe, la proportion soit celle du nombre d'or. Poursuivez. Alors, René Passet, lui, c'est l'un des plus grands économistes de notre temps. Je fais ça pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui ai dit. Il dit, c'est pas la recherche des similitudes conduisant à des formalisations communes qu'ont toujours progressé les sciences. Un modèle n'est rien d'autre qu'une analyse. Il n'y a de science que de l'analogie. Si donc la spirale de la galaxie se dessine en l'homme, on peut faire une analogie scientifique pour dire, si là-bas c'est une spirale, si nous c'est une spirale, on peut faire un raccordage scientifique puisque nous sommes en train de chercher un modèle théorique. Puisque notre enjeu c'est la théorie générale de la connaissance. Si nous sommes capables de voir que la spirale se dessine avec le nombre d'or dans le masque Thomas et qu'elle se dessine dans le haut de masque Bambara, nous pouvons tirer une conclusion qu'il y a une relation extraordinaire entre la galaxie, qui est une spirale, et la pensée de l'homme, qui laisse une spirale dans un masque. Conclusion, il y a la possibilité de modéliser. C'est pour ça que nous pouvons dire, René Passet, merci de nous dire comment on doit faire. Alors, et puis Gareth Lizzie, c'est quelqu'un qui est connu en astrophysique, mais il y a beaucoup de controverses. On dit que c'est un surfeur qui se cache là-bas et qui prétend dire des choses. Et tous les astrophysiciens, les physiciens, les cosmologues ne sont pas trop d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est un surfeur. Vous savez, le monde scientifique occidental organisé, hein, quand vous n'avez pas une tronche qui plaît aux autres, vous ne pouvez pas être quelque chose. Donc, il dit, quant à ma démarche, elle est fondée sur la conviction que la géométrie est le langage adéquat pour décrire les propriétés des constituants de la matière. Tout le contenu de l'univers n'est donc que pure géométrie. Alors là, la vérité commence. Même si ça vient d'un homme comme ça, qui n'est pas racé, qui n'est pas dans la jet set des savants, il dit ça en passant. Mais il y a quelque chose de très sérieux là-dedans. C'est que le contenu de l'univers serait géométrique. Si c'est géométrique, nous sommes fondés à commencer à regarder très bien la galaxie là que nous avons vu tout à l'heure, avec les proportions que je vous ai montrées. Parce que si les proportions là sont comme ça géométriques, peut-être que Gareth Lizzie peut avoir raison. On est en plein cœur de la vérité. La loi. Il y a mais c'est chaque mystère, c'est ça ici. Méthode correcte pour savoir chaque mystère, chaque chose, chaque logique. Là, voici ici. Poursuivez, s'il vous plaît. Après, on se rend compte que Euclide, qui est étudiant en Égypte, c'est lui qui a formalisé de manière officielle pour les Égyptiens ce que nous venons de voir. C'est-à-dire, je vous ai montré les proportions des galaxies, là. Il dit une droite est dite coupée extrême. C'était pour vous montrer que c'est des formules connues. Vous pouvez poursuivre. Voilà donc la magie. Voilà la spirale telle que modélisée par les Égyptiens. Vous voyez très bien que ce qui est intéressant ici, vous voyez le rectangle qu'on appelle le rectangle d'or, et ici vous avez le carré d'or. Ceux qui connaissent très bien l'égyptologie savent que Maat, c'est la fille de Ra. Si Maat, c'est l'équilibre de l'univers, et si Ra se déploie en une spirale, voilà la spirale qui se déploie. Et vous voyez là-bas le chiffre 9. Pourquoi le chiffre 9 est si récurrent dans la bassin africaine? On veut faire les rituels, on vous dit 9 fois. Vous voulez danser, on dit 9 fois. Vous voulez manger le dôme, on vous dit prenez 9 graines. A priori, ça peut ressembler à une sorcellerie. C'est bien de la sorcellerie, puisque c'est la science. La science n'est que sorcellerie. Plus vous découvrez, plus c'est la sorcellerie. La dernière fois, ils ont appelé le boson de Higgs la particule de Dieu. Vous vous imaginez, là où l'Égyptien dit depuis longtemps Atum, la particule primordiale, et l'Égyptien dit Atum est un Dieu. Et on nous dit que c'est la sorcellerie,
et que nous on ne sait pas ce que c'est que la science. Maintenant, les grands physiciens disent que non, le boson de Higgs c'est la particule de Dieu. Pourquoi ils en reviennent à la particule de Dieu? Là où hier, quand nous disions que c'était des particules divines. Donc, l'Africain pense que de l'infiniment grand de la galaxie à l'infiniment petit, la loi est la même. Nous sommes là-dedans dans une pensée solaire. Le soleil ras, le voilà en haut, qui déploie en spirale la lumière. Ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas, mais elle se déploie en spirale. Et lorsqu'elle se déploie en spirale, la droite, cette droite est appelée la droite Horus. Je l'appelle Horus. Parce que, par analogie, Horus vous dit, il est sous la forme d'un faucon. Et vous savez, les Égyptiens étaient très analogiques. Ils voulaient dire que Horus va très loin dans l'univers. Il vole loin. Vous comprenez? Et donc, c'est une image pour dire que Horus va très loin. Et c'est la même image qui signifie ici que Horus, c'est celui qui va le plus loin possible. Et c'est la raison pour laquelle Seth, dans l'Égypte ancienne, il a un groin. Il lui fuit le sol, alors que Horus, lui, il est dans les airs. Vous voyez que les Égyptiens ont voulu matérialiser la différence des forces entre celui qui va vers l'univers, très profondément dans l'univers, et celui qui creuse la terre. Vous comprenez que la lutte Horus-Seth n'est pas simplement une lutte gratuite de justice, c'est une lutte scientifique de vérité entre celui qui a tendance à aller le plus loin possible et celui qui a tendance à ramener tout au sol en creusant. Vous comprenez donc que Horus lutte contre Seth. Et la seule voie possible, lorsque deux choses se mettent en lutte, c'est la spirale qui est la voie. Donc la galaxie spirale que vous avez vu tout à l'heure, la voie là où nous nous trouvons, la somme des forces en jeu dans l'univers produit la spirale. C'est ce que nous devons retenir. C'est-à-dire que les forces en jeu de l'ordre et du désordre, d'expansion et de gravitation, ne peuvent donner que la spirale comme mode d'être. Et c'est la raison pour laquelle maintenant vous comprenez les chefs bamlékis, les chefferies bamlékis sont toujours en chiffres impairs. Parce que vous avez sur cette droite-là 9, 5, 7, 3 et 1. Alors que si vous avez 8, 4, 6, 2. Et dans la mystique africaine, ceux qui sont dans les choses là comme moi, on n'utilise jamais les chiffres pairs. On utilise toujours les chiffres impairs parce que c'est les chiffres de l'expansion de l'univers, de production de la qualité de vie. Alors que les forces du désordre sont des forces qui retiennent la vie. Et puisque moi vous avez ici Ang, la croix en C. Parce qu'il y avait cette autre question. D'où vient Ang, la croix en C? Les gens, chacun vous dit oui, Ang. Mais Ang ne pouvait pas être une gratuité dans un monde de scientifiques. Et c'est ici que vous comprenez très bien pourquoi est-ce que les dieux égyptiens tiennent Ang. Ils tiennent Ang parce que c'est le chemin de la vérité. Vous devez croiser les choses pour que la spirale apparaisse. Et ça, c'est le paradigme des Africains. Il faut croiser les forces de l'ordre et du désordre. Alors que les Japonais, c'est le yin et le yang. On rapproche les forces. Alors qu'en Occident, le paradigme, c'est la disjonction des forces. C'est-à-dire que la nature a matérialisé en chaque culture la loi de sa vie, la loi de sa science. C'est-à-dire que les humains croient qu'ils sont de grands scientifiques alors que la nature leur prescrit que c'est comme ça qu'on fait. Donc, l'Occident, son modèle de domination et de mise en esclavage de l'autre, ce n'est pas sa faute. C'est une faute de l'écosystème qui a voulu que ce monsieur migre vers des zones où la croix ne pouvait plus exister dans son mode d'être. Ça doit certainement avoir une relation avec les gènes. L'Occident est donc devenu Seth. Vous comprenez? Si vous comprenez très bien cette loi, vous vous rendez compte que le monde africain c'est Horus. Et la nature devait opposer, en vertu de cette loi, un peuple violent, Seth, l'Occident. Et remarquez très bien, quand vous regardez cet animal-là qu'on appelle Seth, il a l'air d'être blanc, porc, il a la couleur du porc, pas loin. Donc, vous voyez, c'est pas pour insulter, hein. Je reste dans la mesure pour que
Nous ne disions pas, oui, les Blancs sont violents, ils nous mettent en esclavage. C'est en vertu de la loi. C'est-à-dire que nous ne pouvions, l'univers ne pouvait pas être un paradis où les Africains allaient demeurer, tout serait beau, montant de sang. Non. Il fallait opposer à l'Afrique une force contraire et l'homme occidental a représenté par excellence cette force contraire. Conclusion, il ne s'agit pas pour nous de les combattre. Ils sont ce qu'ils sont. Il s'agit pour nous de tenir compte de ce qu'ils sont, tout comme la société égyptienne a tenu compte de Seth, en disant Seth, on va te passer au tribunal et Horus va gagner. Donc notre enjeu doit être de devenir des théoriciens pour apprendre à l'Occident ce qu'il doit devenir plus tard. Il n'y a pas de guerre frontale entre les deux choses. Voilà. Et ça, c'est le fameux mathématicien, il dit en étudiant les proportions numériques, on pénètre au cœur des secrets de la nature, c'est-à-dire qu'on... Ah, revenez s'il vous plaît. Et j'ai lu un article intéressant de Jean-Paul Bellec qui montrait que la structure des nombres en Égypte, il a appelé ça l'axiomatique de piano, et qui montre comment le chiffre, vous vous rendez bien compte que le chiffre dont suit l'espace, hein, c'est la théorie des nombres de Pythagore. C'est-à-dire, vous voyez très bien, ici c'est pas un chiffre numérique, 1, 2, 3, comme si on compte les billes ou bien le pain. Ici c'est un chiffre génésique, c'est-à-dire il se déplace spatialement. Donc le 9 ici n'est pas un 9 numérique, il est un 9 spatial, génésique, qui est d'un autre ordre de la connaissance, qui lie l'espace-temps. Ce n'est pas le chiffre numérique au sens où on le connaît. On continue. Vous suivez. Voilà, ici c'est la maison d'un roi Kotoko. Vous voyez très bien instinctivement, le roi, pour arriver dans sa chambre, il faut faire ce tour-là. Vous voyez, il vient se cacher ici jusqu'au chiffre 9, jusqu'au soleil. Là où le soleil se cache, il est un roi russe. Donc vous voyez même spatialement, sur le plan de l'urbanisme et l'habitat, les Africains, ils reprennent l'ordre de l'univers. Hein. Voilà. Ici, c'est une structure, on appelle ça structure fractale. C'est-à-dire que les Africains reproduisent dans l'espace les mêmes schèmes. Hein. Je parie que ceux qui étudient les migrations dans l'espace des peuples vont se rendre compte que même ces migrations-là peuvent se faire d'après ce chiffre. C'est-à-dire que quand un peuple migre, il laisse le peuple père ou la tribu mère, il ne va pas trop loin, hein, parce qu'il lui faut garder le contact. Mais comme c'est cognitif, il ne va jamais trop loin, il va à la limite du possible pour que les liens restent extrêmement positifs. Donc vous voyez, c'est la même structure qui se produit dans l'espace. C'est-à-dire les Africains ont cette logique fractale-là qui veut qu'ils se reproduisent exactement comme l'univers se reproduit à l'échelle de l'infini. Continuez. Ah ouais, ça je reprends Bellec ici. Il dit une logique mathématique est sous-jacente à la cosmogonie égyptienne, plus précisément la cosmogonie de l'école de Léopolis. Notre étude révèle que cette cosmogonie repose sur une logique mathématique de structure analogue à celle mise en œuvre dans l'axiomatisation des entités naturelles par Peano. Le Kepler correspond à la loi de la succession de Peano, la loi de transformation dans l'espace et dans le temps. Quand la spirale tourne, elle transforme. Hein? Donc, c'est vrai, c'est bon. Alors, ici, j'ai récupéré cette image-là sur des gens qui font des expériences en laboratoire pour montrer comment la spirale se forme. La spirale se forme chaque fois que les vibrations se mettent en marche et les fronts d'onde, ce sont des fronts d'onde là. Les fronts d'onde se rattrapent au fur et à mesure. Si donc l'homme est une vibration et si toutes les choses sont vibrations, on comprend que même la pensée de l'homme qui est vibration par essence se termine dans le masque tombant en spirale. Voilà. On poursuit. Bon, ici, ça, je voulais reprendre simplement, c'est James Van Allen, ça, c'est les choses de Jean-Paul Bellec, ça, champ des particules interplanétaires. Il dit que la découverte d'un plasma chaud ionisé en forme spirale que dessine la couronne solaire. Vous comprenez donc pourquoi la pensée solaire de Ra, il dit que Maat est la fille de Ra.
fait dire à l'astrophysicien que le champ magnétique caractéristique de la région active du Soleil qui émet le plasma est gelé dans le plasma et étiré à travers l'espace suivant une spirale d'Archimède. Bon, je crois que là, on a son Gomet qui est dans la salle, c'est ce que c'est que les spirales d'Archimède, etc. Bon, la suite, c'est les photons qu'absorbent ces particules ne transportent pas de mouvement angulaire. En revanche, les photons qu'elles émettent emportent une partie du mouvement angulaire du mouvement orbital des particules. Ainsi, la lumière solaire agit comme un milieu résistant pour les particules en les contraignant à tomber en spirale en direction du Soleil. Donc, vous voyez, les particules se déploient vers l'extérieur et l'extérieur renvoie les mêmes particules. C'est pour ça que les prêtres renvoyaient l'offrande de Maat au Soleil. Hein. C'est-à-dire que l'énergie doit partir et revenir, monter, revenir, monter, revenir. La poursuite. Continuez, poursuivez. Voilà, dans le chapitre de transformation du livre des morts, écoutez ce que dit Horus. Je suis Horus qui va de l'avant à travers l'éternité. C'est le force de l'expansion. Il ne faut pas croire qu'il disait ça au hasard, parce que la première vue peut être que c'est un texte gratuit, mais ça c'est Horus, expansion de l'univers. Hein. Bon, vous pouvez poursuivre. Maintenant, la spirale dans la nature, je vous montre ça simplement pour... bon, poursuivez. Voilà, ça c'est l'ADN. Hein, les formes spirales, poursuivez. Ça c'est, je crois que c'est le filament de Jean-Paul Bellec. Ça doit être certainement le nuage de... Je ne sais pas pourquoi l'image est là. Mais ça doit être le nuage de poussière stellaire. Poursuivez. Vous voyez donc la magistrature de la spirale. Elle tombe au cœur du soleil et le soleil se redéploie. Ça c'est un soleil. Hein. Quand je dis le soleil, ce n'est pas forcément le soleil. Donc vous voyez comment la spirale se déploie dans l'univers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien le sentiment que les Égyptiens, parce qu'ils observaient déjà ces choses-là, qu'ils ont conclu que si la spirale se trouve en galaxie dans l'univers, il faut nécessairement que ce soit la loi. Et je crois qu'ils avaient des télescopes qui permettaient d'atteindre de telles images. Poursuivez. Oui, poursuivez. Voilà l'enfant couché dans le ventre de sa mère. Hein. Là, c'est la seule position possible pour qu'il s'en sorte. Parce qu'on peut poser la question, pourquoi sa tête n'est pas droite? Comment il peut faire le yoga en plein ventre comme ça? Il résiste combien de temps? On peut se poser cette question bête. Mais c'est la seule position possible pour qu'il résiste à toutes les forces qui sont à l'intérieur. Hein. Je crois que la spirale naît dans la phase de genèse, lorsque le spermatozoïde et l'ovule commencent à dessiner la matière. Et c'est cette matière-là en fusion qui lui donne l'aspect de la spirale. Poursuivez. Poursuivez. Bon, ça c'est tout ce qu'on observe dans le corps. Poursuivez. Poursuivez. Ça c'est le cinéma. Bon, vous voyez, poursuivez. Ça c'est les os, hein. Allez-y. Bon, alors, on continue. Bon, mais il a vite terminé son film. Bon, écoutez, je crois que j'en ai terminé. C'était pour dire donc en conclusion que dans tout l'environnement, nous avons ces effets-là. Maintenant, pour terminer la dernière fois, du point de vue de l'agriculture, de toute autre chose, il me semble que la seule conclusion que nous pouvons tirer, c'est que le respect de la nature et de ses lois est la chose essentielle en toute chose. Vous avez vu quand l'Occident a commencé à faire son agriculture sur des hectares, comment le feu s'est mis à tout brûler. Dès que ça brûle, ça emporte tout. Et brusquement, on se pose la question de savoir comment nos ancêtres savaient qu'il fallait jamais planter la même espèce au même endroit et comment ils s'arrangeaient pour qu'il y ait toujours des plantes alternatives. Probablement parce que ça fait toujours partie de cette magistrature suprême qui veut que les lois de la nature et les secrets de la nature, l'Africain les porte en lui et les reprenne chaque fois. Je vous remercie, j'ai été trop long, mais bon... Merci. Et on va me poser la question souvent, pourquoi le tracé de Horus est plus long que le tracé de Celle dans la spirale?
Oui, tout simplement parce que je préfère parce que je n'ai pas mis pour noter mes questions. Oui, c'est plus long parce que c'est mathématique, vous avez vu que ce n'est pas nous qui commandons la spirale. C'est plus long parce que quand vous mettez votre règle, vous voyez que c'est long. Et quand vous mettez votre règle de l'autre côté, vous voyez que c'est plus court. Il y a de fortes chances que dans les premiers temps de l'univers, l'antimatière et la matière qui sont entrées en lutte, c'est le résultat là, le fait qu'Horus soit plus long qui a fait que nous naissions. Voilà, globalement, je veux dire que c'est mathématique, c'est pour ça que c'est plus long. C'est pour que Horus batte 7. C'est la nature qui s'est organisée. Merci bien. Alors, il y aurait une autre réaction dans la salle? Pas véritablement une réaction, mais c'est un début de réflexion qu'on avait avec Bambok hier. Si on prend les modèles cosmologiques d'explication de la genèse de l'univers cosmologique dans la science, bon, vous avez tous entendu parler du Big Bang et ainsi de suite. Donc il a dû exister un déséquilibre initial qui a fait en sorte qu'une première particule, une sorte de lumière, a pu sortir. En Médou Nether, si vous avez lu les textes, notamment le chapitre 17 du livre de la sortie de la lumière du jour, en fait, Ré dit qu'initialement il était enfermé à l'intérieur du serpent. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui à un moment donné, en Médou, on dit qu'il a pris conscience de lui-même, et ensuite il a émergé du Noun, il était seul, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ce que le professeur dit, c'est sans doute il y a eu un déséquilibre à un moment entre les forces d'accrétion qui maintenaient les démiurges à l'intérieur du Noun et lui qui a permis à la première particule de s'échapper à l'attraction infinie qui devait exister dans cette période de la bombe. Pour faire simple, voilà ce que je pourrais dire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous savez que la spirale est par essence déséquilibrée. Hein. Vous la voyez, elle se déroule. Donc c'est une dynamique instable. Ce que vous dites, ça explique précisément pourquoi est-ce que tout ne peut être que spiralé. Parce que pour que le déséquilibre se produise, il faut que la spirale se mette en route, sinon c'est équilibré. Merci. Tout d'abord, je tiens à féliciter Bob Passon, n'est-ce pas, pour ce brillant exposé. J'avoue qu'il a vraiment abordé des thèmes, notamment un thème auquel je n'avais pas pensé, notamment ce thème de la spirale que brusquement je découvre et qui réellement m'intéresse énormément. Bon, déjà, effectivement, c'est vrai que ce lien qui est entre l'Égypte ancienne et les mathématiques, faut réellement le cerner parce que nous constatons déjà, ça c'est la première partie de l'intervention, que les Africains évoluent suivant les maths. C'est-à-dire que les nombres pairs, c'est souvent les hommes, les nombres pairs, c'est les femmes, les grades initiatiques se font en nombre impair, c'est souvent le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. Vous ne pouvez pas donner des colas en nombre pair à un nombre, vous donnez des colas en nombre impair, soit c'est une cola, ou alors 3 colas, ou alors 5 colas, ou 9 colas, n'est-ce pas? Et même quand on fait les partages, évidemment, le nombre impair de 3, n'est-ce pas, revient également. Donc, les danses même, n'est-ce pas, se font souvent en cercle. Vous allez constater que, n'est-ce pas, bon, les femmes dansent en cercle, les hommes dansent en cercle, les cases même se construisent à partir des cercles. Au milieu d'ailleurs du cercle, n'est-ce pas, il y a le feu, n'est-ce pas, comme par hasard. Donc, ce problème de tournoiement, ce problème, n'est-ce pas, dans le cercle qui apparaît déjà, effectivement, nous permet déjà de voir comment est-ce que les maths ont régi la vie sociale chez nous. Hein? Ça, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que l'étude des statuts sacrés est très importante pour nous parce que les proportions des statuts, pour déterminer si le statut est sacré ou pas, je pense qu'il faut que les proportions, n'est-ce pas, soient conformes, soit au nombre d'or, soit le nombre d'espaces assez connus. Bon, ça c'est un thème de recherche que nous devons aborder. Ça, c'est la première partie de mon intervention. La deuxième partie, c'est le fait que, encore toujours concernant les mathématiques, le triangle était quasiment, n'est-ce pas, le symbole même, n'est-ce pas, de l'univers de la vie. Vous allez voir comme que Osiris et Horus, c'est un triangle. Osiris, c'est le nombre 3, ici c'est le nombre 4, soit 2 fois 2, nombre pair, et Horus, bien sûr, le nombre 5. Et vous avez le triangle rectangle. Et vous avez bien sûr l'équation mathématique, 3 au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré, n'est-ce pas? Et là, vous voyez comment est-ce que les nombres qui paraissent linéaires se déploient effectivement dans le plan. Et ça, j'ai effectivement mis ça dans l'intervention de toute façon, à savoir, voir comment est-ce qu'on peut passer des nombres qui sont apparemment linéaires, l'ensemble des entiers naturels, et bien sûr linéaires, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1 milliard. Mais ici, on voit comment est-ce que les nombres finissent par déterminer effectivement les plans. D'ailleurs, même, vous allez voir qu'au niveau des plans, effectivement, un carré de côté 4
à se caractérise par le fait que sa surface est égale également à son périmètre. Ça, c'est, n'est-ce pas, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Bon, alors 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait encore 16. On a, ça, c'est le nombre 16. On a le nombre 18 aussi, à savoir la longueur 6, n'est-ce pas, la largeur 3, n'est-ce pas? Et bien là encore, la surface, n'est-ce pas, est égale également au périmètre. Et ça, c'est curieusement, n'est-ce pas, Plutarque qui fait remarquer cela lorsqu'il parlait évidemment du nombre pythagoricien. Bien, ça, c'est la deuxième partie de l'intervention. La troisième partie, évidemment, concernait donc Ra. Effectivement, c'est assez drôle de voir que quand vous regardez le yogique de Ra, c'est quoi? C'est la bouche, c'est-à-dire le verbe, et le bras, c'est-à-dire l'action, la création. Donc, le mot verbe créateur n'a pas été inventé. Le yogique de Ra, n'est-ce pas, est souvent révélateur sur ce sens-là. Et c'est Ra qui est à l'origine vraiment de tout. Si on prend le texte de Shabaka, excusez-moi si je suis un peu long, mais enfin la passion, quand on prend la description de Shabaka, tout parle de Ta qui se subdivise en deux, Tanum et Tanonet. C'est-à-dire que vous voyez comment est-ce qu'une unité se dédouble. Et ce Tanum et Tanonet engendre Atum. C'est-à-dire que le binaire, c'est un ternaire, n'est-ce pas, qui est donc Atum, lequel Atum donc, n'est-ce pas, va chuter en Ra. Hein, et Ra donc va amorcer la création. C'est un texte qui est extraordinaire parce qu'en fait, il nous montre quoi? Il nous montre que, au-delà bien sûr de l'aspect Ta et Tanou et Tanounet qui nous est inaccessible, à partir de Ra donc du verbe créateur, n'est-ce pas? Après Atum donc, eh bien, tout est vibration. En fait, tout est vibration. L'origine même de l'univers, c'est essentiellement une vibration. Alors évidemment, cette vibration-là donc va s'opérer comment? On a Chou, qui bien sûr, on dit que c'est de l'air, et Thévou, c'est la déesse de l'eau. Mais en réalité, quand vous regardez bien, Chou, en fait, si vous voulez, c'est celui qui débrouille le chaos. C'est-à-dire que c'est lui qui en fait sépare les éléments. C'est lui qui sépare cela. Et Thévou, n'est-ce pas? Donc Chou, en fait, quand vous regardez bien, c'est comment on peut dire, l'expansion, la diffusion, la séparation. Pour moi, il dit souvent, c'est la haine, entre guillemets, mais pas la haine au sens sociologique, non. C'est-à-dire que ce qui sépare, ce qui désunit, n'est-ce pas, c'est bon, la diffusion et tout ça. Alors que Devnut, elle, c'est plutôt, on dit que c'est la de l'eau, mais c'est plutôt l'attraction, l'union, l'amour, comme je dirais si bien. Alors, ce qui fait que, quand vous regardez l'univers, ce sont ces deux principes qui se parlent de tout. Soit les choses se séparent, c'est sinon, soit les choses, n'est-ce pas, se rapprochent, n'est-ce pas, s'attirent, et on retrouve ce même principe dans tous les aspects de l'univers jusqu'à l'énergie nucléaire. C'est-à-dire que c'est pour dire que l'univers semble reposer dans, je pense, sous le contrôle de Jean-Paul, parce que c'est lui qui est le spécialiste, n'est-ce pas, de la physique ici, mais je pense que vraiment son contrôle, il va le confirmer, ou alors me dire s'il y a des éléments qui m'échappent. Et quand on prend ces deux principes-là au niveau de la matière, n'est-ce pas, eh bien les deux principes vont vous donner Keb, des Égyptiens, et Nout. Alors, Keb, bien sûr, dit c'est le dieu de la terre, mais en fait, c'est quoi? Ce sont des corps créés. C'est-à-dire que lorsque les particules s'attirent, ça crée bien des objets, des corps, et entre les deux, vous avez Nout, à savoir, on dit que c'est le ciel, mais c'est l'espace qui sépare les corps. Et c'est là que nous avons des éléments. L'eau, par petite chose, le feu, c'est l'autre. Il faut bien qu'il y ait une séparation, je vois nous là-dedans. Bon, et ce même principe, n'est-ce pas, se trouve jusqu'au niveau de l'atome. Et j'ai comme l'impression que quand on commence à disséquer l'atome, on va utiliser le principe de séparation, n'est-ce pas, de Chou et de Tevnut, n'est-ce pas? On sépare les éléments, mais à la fin, on va tomber sur la vibration de Ra originaire. C'est-à-dire qu'on a du mal à cerner effectivement les choses, et là nous sommes carrément en physique quantique pure. Et bien sûr, après ça, donc, n'est-ce pas, ça c'est, nous avons Ra, Chou, Tevnut, Kebenut. Après ces cinq là, bien entendu, nous avons donc, n'est-ce pas, ce qui s'écrit en dessous, à savoir Osiris, Isis, Horus, 7 et puis 9, 10. Bon, mais il faut également savoir que, entre-temps, Apopi aussi s'est créé, n'est-ce pas, qui vont ramener les choses vers le chaos. Donc, en fait, on voit que tout est dans un équilibre vraiment très, très instable. C'est-à-dire que, bien sûr, la matière est là, état chaotique au départ, organisation de la matière par cette vibration du départ, mais les forces du chaos sont quand même toujours là, n'est-ce pas? Et effectivement, comment donc maintenir l'équilibre? Et là, bon, on a bien sûr la gravitation, on a les forces d'expansion, on a tas de choses, mais comment maintenir cet équilibre-là? L'univers, évidemment, nous sommes autres, je sais pas, et c'est là où j'adore vraiment l'intervention de Bobasson, c'est que la spirale devient donc, n'est-ce pas, le lieu d'équilibre. Soit dit en passant, Thévnut, c'est également elle qui est appelée Maat. C'est-à-dire qu'elle est fille de Ra, effectivement. Donc, dès les origines, n'est-ce pas, l'équilibre est mis en place, n'est-ce pas, pour que l'univers s'est déployé. Puis on se rend effectivement compte que c'est vrai, c'est les cercles, c'est les spirales. Même quand les gens vont dans l'espace, ils ne pensent pas qu'ils vont en ligne droite, ils pensent que c'est une spirale qui est prise, n'est-ce pas, qu'on puisse arriver sur la Lune, etc. Bon, je m'arrêterai d'abord là.
sur une autre réaction dans la salle? Contribution? Une question? Oui, là, tout à l'heure, vous avez parlé vous avez parlé d'un point de vue de la géométrie. Ma question, c'est sur le plan, j'allais dire le plan de l'organisation sociale. Je vais un peu déborder, mais comment ça se concrétise dans l'organisation politique, par exemple, l'application de ce principe-là? Si effectivement les Africains vivaient ce principe-là, comment est-ce que ça se déployait en économie, par exemple, 2-3 exemples, en politique, n'est-ce pas? Et je vais dire sur peut-être une force, ce soit sur l'expérience militaire, comment est-ce que les gens appliquaient ce principe-là, puisque c'était le principe à partir duquel il fallait se déployer. Oui, surtout d'un point de vue économique. Je viens de terminer un texte sur la théorie économique africaine, et c'est le fond de l'affaire. Pourquoi est-ce que les anciens Égyptiens n'avaient pas le sentiment qu'être riche, c'était un idéal sans fin? Pourquoi est-ce que les anciens Égyptiens avaient même pensé qu'il faut donner l'or aux dieux? Vous voyez, ils brisaient les langues des gens qui avaient des boulimies de richesse. Ils ont dit non, l'or là, personne ne touche à ça, c'est pour les dieux. C'était fait exprès. Parce que depuis très longtemps, les gens mesurent ce que c'est que être riche, la violence que cela apporte, le chaos que cela apporte. C'est la raison pour laquelle la coopération a été de rigueur. C'est-à-dire, on dit, si vous voulez une maison, nous tous on va construire la maison, pas que chacun construise sa maison. Si vous voulez aller au champ, tout le monde dit, bon, nous tous on ira au champ. Parce que l'enjeu était quoi? D'empêcher les détachements personnels, d'empêcher l'individu de prendre sur lui l'ego. Alors, on donnait tout au roi. C'est ça qui explique la polygamie. Parce que lorsque les femmes deviennent très nombreuses dans un espace, on dit aux femmes qui sont libres, qui veulent amener la prostitution, non, 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 vous n'allez pas apporter ça, vous allez déstabiliser les foyers, tout ça, les enfants, non. Vous allez habiter chez le roi. Mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas les femmes du roi. Hein. On sait très bien que ce sont les femmes libres, mais on en fait les femmes du roi pour canaliser les intentions sociales que cela peut procurer en vue de briser l'ordre social. Donc, de ce point de vue, on remettait toutes les richesses au roi. Mais en même temps, le roi était tenu de redistribuer. Et il ne redistribue pas le but. C'est-à-dire, vous comprenez, le modèle africain était tel que la richesse circule, mais personne n'a tout. Et quand vous commencez à en avoir beaucoup, les gens disent, ah, elle a vendu ses frères. Parce qu'il y avait même des techniques pour vous mettre en mauvais état. On dit que la maison là qu'il est en train de construire, vous ne savez pas qui vend les gens. Parce qu'il s'agit de vous mettre dans un tourment mental pour vous dire, mais regardez ce que vous faites, vous avancez seul, vous prenez tous les autres n'ont rien. Donc, le modèle de la coopération a permis dans un premier temps d'empêcher les usurpateurs et les voleurs d'avancer. Parce que le contrôle était tel que vous faites mal, on vous chasse du village. C'est pour ça qu'on n'avait pas de prison. Pourquoi les Africains suivent des empires comme l'empire du Ghana et du Mali? Et Louise-Marie Diop Maes nous le dit dans son livre sur la démographie en Afrique noire. Elle dit que l'Afrique à cette époque avait près de 800 millions d'habitants. Donc à peu près l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui, à 200 millions d'habitants près. Et il n'y avait pas de prison. Alors comment explique-t-on cela? Ça veut simplement dire que la logique fractale, qui voulait que chaque village est responsable de lui-même, chaque clan est responsable de lui-même, plus vous avancez dans la pyramide, plus les voleurs sont bloqués. Donc vous êtes contrôlé dès la base. L'arbre à palabre ne te permet pas de te tromper. Dès que tu veux voler comme ça, le village s'assoit et dit c'est lui, c'est lui. Voilà. Et puis ça s'arrête. Donc, l'Afrique a eu les moyens de bloquer le chaos dès la base. Restons Mahat en toute chose inanimée soit-elle. Parce que Shabaka avait le sentiment que si nous commençons dès la base, le sommet se porte bien. Donc la démocratie par essence est africaine. Aucun modèle n'est plus pertinent que le modèle africain. C'est parce que nos hommes, nos agrégés ne comprennent rien. Vous comprenez? C'est-à-dire, en droit, tu ne fais que copier l'autre. En économie, tu copies l'autre. En sciences politiques, tu copies l'autre. Le fond est que, parce que tu ne sais rien. Quand je dis tu ne sais rien, tu sais dans ce que le blanc sait. Mais tu ne sais pas dans pour toi. C'est pour ça que tu te fourvoies.
est très important que nous sachions, vous avez vu la loi, dans tous les domaines de la connaissance, les Africains s'occupent de leur connaissance, ils seront les meilleurs. C'est la raison pour laquelle même en droit, vous couchez la femme d'autrui, on ne se plaint pas de mesure. Le village après on dit apporter la chèvre ici. Qui a vu les deux là, bon, on dit bon c'est toi qui as triché, bon appelle la femme là, embrassez-vous. Toi tu as été coquifié, embrassez-vous. On tue la chèvre là, l'affaire est finie sur place. Tu voles, on tue la chèvre et tu as dit que la famille là, ça fait finir sur place. Parce que le modèle africain c'est un modèle d'état de satisfaction. La société, parce qu'elle rêve d'être toujours en satisfaction, c'est dans la spirale. Il faut absolument arriver à faire en sorte que les gens ne se séparent pas de mauvais termes. C'est pareil pour l'échange économique. L'autre apporte son plantain, l'autre apporte son macabo. Et puis, chemin faisant, l'autre dit non, ajoute encore un macabo, tu exagères, tu veux me prendre quelque chose là. Il dit non, comment moi, tu vois pas que le sou, bon, prends alors. Alors, cette démarche de négociation instaure le sentiment. Et le sentiment fait partie de l'échange. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la loi du sentiment que vous pensez que c'est deux objets qu'on échange. Non. On échange deux objets, mais en même temps la parole, le sentiment. Tu lui dis non, je vais te payer dans 2 semaines. Il dit bon, d'accord, prends alors. Donc, c'est pour dire que quand vous allez à Score, on met le produit là, on dit 500 francs. Vous ne pouvez même pas discuter avec le gouvernement qui a posé ça 500 francs. On vous dit vous n'achetez pas, vous laissez. Bon. L'Afrique ne fonctionnait pas comme ça. On ne pouvait pas venir mettre un truc 500 francs sans que l'État égyptien dit qui a dit de mettre 500 francs. Parce qu'aujourd'hui, le modèle oligopoliste s'organise avec l'État africain et les États pour mettre les prix qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. L'Afrique ne pouvait pas fonctionner comme ça. Bon sang. Donc vous comprenez, c'est pour dire, pour terminer par là, j'ai dit ça rapidement, hein, mais c'est pour vous montrer que l'échange économique, la théorie économique, la théorie du droit, la théorie suit toujours le modèle de Mahat. C'est-à-dire que tant que la société n'a pas le sentiment que tout le monde s'épanouit, on ne fait pas. Voilà globalement ce qu'il faut retenir. Ok. Vous présentez. My name is Mr. Steven. I would like to make a briefing about what our chief said now. Okay, the miraculous intervention and something I would like to specify. Our ancestor being the first to discover the universe. That is my understanding. And something so miraculous that happened. I want to talk about modern times, modern day now, nowadays, something like that. Okay, when our ancestor being the first to discover the universe, and Westerners nowadays materialize that ideology, that vision that our ancestor found out. Okay, that is my understanding. Now, my question is, what exactly happened? Because being the first to discover the miraculous secret and being the last to materialize it, that's my question. Mais écoutez, il est très difficile d'avoir une idée précise et circoncise sur les moments où les choses ont été découvertes. Moi, je pense que l'Égypte n'a pas 4000 ans d'âge. Parce que pour arriver au niveau mathématique de ces messieurs, ou 3000 ans avant, ils savent ce que c'est que la loi, il faut qu'il y ait une sédimentation mathématique de moins 5000 ans. J'ai peur d'avouer que je ne suis pas d'accord avec l'origine des hiéroglyphes de 4000 ans. Ça me heurte beaucoup. Parce que pour que ces gars aient découvert ça, ils ne pouvaient pas en 1000 ans arriver à des résultats aussi pointus. Pour que l'on nous dise que les hiéroglyphes ont commencé il y a 4200 ans, quelque chose comme ça.
Parce que vous savez très bien qu'on prétend que les hiéroglyphes ont commencé vers cette période-là. Pour sédimenter la science que nous avons vue, il faut avoir au moins 10 000 ans de cumul. Parce que la science, c'est un cumul. Vous ne pouvez pas être dispersé et arriver à des formulations comme celle-là si ça n'a pas été l'autre de discussion. Et vous voyez très bien que si tout le monde a admis le mythe d'Osiris et toutes les autres choses, ça veut dire que c'était des choses discutées en académie, discutées par des savants. Ce n'est pas des choses où quelqu'un se levait et disait. Il a fallu des écoles très spécialisées, des gens racés qui travaillent 20 ans comme nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un finit l'université et ne fait que travailler dessus. Donc, en conclusion, il est très très difficile de savoir à peu près quand est-ce que cette science-là a commencé. Mais je programme même que l'Atlantide avait déjà des résultats similaires. L'Atlantide qui a disparu là. Je crois qu'ils avaient déjà des résultats, à moins que ce soit les Sumériens. Parce qu'on ne sait pas encore grand-chose sur Sumer. On ne peut pas dire que les choses sont comme... Moi, j'imagine même que il n'est pas impossible que la science se soit passée comme on a vu en Asie. Ou plus que moi, on a vu l'Asie avoir des spirales sans qu'on sache d'où ça vient. Je crois qu'il y a eu des migrants en Égypte qui étaient déjà des savants. Si on tient compte du fait que l'écriture a commencé à cette date-là. Donc, il n'est pas impossible que les gens soient venus de Sumer ou d'ailleurs, ayant déjà, je parle des Sumériens noirs, hein, pas des Sumériens blancs, ayant déjà cette science-là, et ils sont simplement venus en Égypte faire les pyramides. Parce qu'il est difficile de faire croire que les pyramides que vous voyez là soient faites au hasard. C'est fait par des architectes qui étaient chevronnés depuis très longtemps et dont la science était cumulée depuis. On ne peut pas faire, vous voyez, nous-mêmes là, pour construire même une petite case, on ne peut pas. À plus forte raison, construire ce truc de pyramide si vous n'avez pas fait 5000 ans d'histoire d'architecture et de mécanique des sols. Non, 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 c'est pas possible. C'est au moins 10 000 ans, hein, moi je pense. Et je peux me tromper. Alors, j'ai un peu de réaction. J'étais un peu surpris que nous sommes les premiers à découvrir l'univers et les derniers réellement à le mettre à le matérialiser. Et ça, vraiment, il se demande qu'est-ce qui a pu se passer entre temps. Je crois que c'est ça la question. Bon, en fait, en réalité, bon, disons quand même qu'au niveau quand même des origines, bon, par rapport, je crois que vous passez par les Sumériens, mais bon, la Bible dit quand même que c'est Nemrod qui partait de Sumer parti créer tout ça. Donc, l'Afrique a encore la source de ces affaires-là. Comment se fait-il que nous avons pu être les premiers à découvrir et les derniers à matérialiser? En fait, non, on a vraiment matérialisé. Il ne faut pas oublier que l'Occident vient récupérer les acquis que nous avons mis des millénaires à mettre sur lui. Vraiment, beaucoup. On oublie souvent que les ouvrages de la Bible d'Alexandrie, obtenus rien qu'en prenant tout ce qu'il y avait comme ouvrage dans les temples égyptiens, c'est quand même près entre 500 000 années d'ouvrages. À l'époque. À l'époque. Donc, écrit à la main. C'est-à-dire, la somme des connaissances était considérable. Je suis actuellement une émission sur Planète, les origines. Mais c'est à Alexandrie que l'on voit les Grecs venir vers leur prouesse. Mais moi, je suis sûr qu'en réalité, c'est quand ils comprenaient bien les manuscrits égyptiens qu'ils commençaient à s'inventer. Parce que les Grecs ne peuvent pas être venus en conquérant pour devenir en un jour les grands savants. En fait, ils ont... En plus, excusez-moi de vous couper là, il y a des maquettes d'avions en Égypte, hein? Absolument, il y a eu des maquettes d'avions dans le temps de I know that. Voilà. But the problem is, our ancestor being the first to discover the universe. That's right. This is what you try to make up. For us to understand it, that the knowledge is yours. I don't think nobody can contest it. But the problem, the major problem, we have to understand we cannot be the first. And at the end, we become the last. Bon, voilà. Je suis en train de répondre à ça, effectivement. Oui, j'en viens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut seulement savoir que il y a eu une accumulation de toutes les connaissances. C'est vrai, quand on parle de 3000 ans, ce n'est pas possible. Eux-mêmes, les Égyptiens anciens, parlent de 12 000 ans. Ils disent même que Ra a même été, il y a eu un roi, Ra, qui a dirigé l'Égypte directement. Donc nous entrons vraiment, n'est-ce pas, dans une période très reculée. Je vois 12 000 ans, vraiment, c'est le minimum. Eux-mêmes, ils en parlent. Donc c'est donc dire que c'est plus la peine de maintenant. Mais seulement,
Une fois que vous pouvez être très avancé technologiquement, mais seulement quand vous avez tous ces biens-là, on est dans un monde, n'est-ce pas, de vol, tout le monde convoite vos biens. L'Égypte n'a fait que subir des invasions, on a pu finir pendant quasiment plusieurs siècles. Ils ont même réussi à compter les peuples de la mer, comme on disait, avec les militaires et tout ça, les Ramsès III. Mais il y a eu un moment où effectivement l'Égypte a cédé. Parce que tout le monde convergeait, je dis bien, des gens quittaient de chez eux, avec femmes et enfants. Ils quittent avec et leurs biens, près la gestion de l'Égypte, pour aller conquérir. Et quand ils ont échoué, ils restaient là. Vous allez en faire quoi? On n'était pas comme les Grecs qui exterminaient les vaincus. Vous les prenez et vous les gérez tant bien que mal. Ça a duré des siècles comme ça. C'est lorsque donc, à un moment donné, effectivement, l'Égypte a dû céder, n'est-ce pas? La bande s'est rompue. Et ces gars sont arrivés incultes. Voilà pourquoi Alexandre le Grand mettra sa capitale à Alexandrie, là où le savoir est accumulé pendant des millénaires. Autrement dit, tous nos acquis, tout ce que nous avions découvert, eh bien, les gars sont venus prendre cela pour amorcer leur décollage. Voilà comment cette affaire-là s'est passée. Et ce qu'il faut se retenir, c'est pour ça que nous sommes ici, c'est que cette chute-là que nous avons eue, on ne s'est pas encore relevé. C'est-à-dire, on s'est replié dans l'Est de l'Afrique, on a eu des Afriques comme le Ghana, le Songhai, le Monopotamie, etc. Mais pour finir, on est quand même venu faire des invasions en Afrique. C'est que non seulement on a pris l'Égypte, mais après, plusieurs siècles après, on est venu coloniser. D'abord, on a été appris comme esclaves, on est venu jusqu'à nier que nous ayons fait cela. On a été colonisés ensuite, on est seulement en train de réfléchir sur comment en sortir. Monsieur Songomé, moi je pense que je suis proche de ça, mais j'ajoute que après l'Égypte, l'Empire du Mali redevient le meilleur. Ah, il ne faut jamais l'oublier. Oui, non, l'Empire du Mali particulièrement, avec l'université de Tombouctou. Sondiata Keita. Oui. Non, s'il vous plaît, il y a une confusion parce que Sondiata Keita c'est bien avant. Ça va. D'ailleurs, si vous lisez les témoignages d'Arabes, notamment Ibn José, il dit que Koumbi Saleh, la capitale de l'Empire du Ghana, est l'une des plus grandes cités du globe. Donc il faut lire le Tariq el-Soudan de Abderrahmane Sadi. Oui. C'est-à-dire, 2 fois de suite dans l'histoire, on est les meilleurs, mon ami. Ce n'est pas seulement l'Égypte. On peut même aller plus loin, même Soumer avant. Donc, si vous voulez, nous sommes tombés il y a 5 siècles seulement. Nous sommes en train de nous relever. Ne croyez pas que c'est une chose facile. Vous voulez, tout le monde veut voir Jérusalem. C'est ça le problème. Les Africains aujourd'hui veulent tous voir comment on sera développé. Non. En Égypte, on faisait souvent 100 ans pour travailler à ce qu'on se relève. Notre boulot doit être de travailler pour que les enfants de nos enfants s'en sortent. Que personne ne se lève ici en ayant le sentiment qu'il veut voir comment on est développé. Non, c'est une utopie. L'Afrique perd chaque fois parce que l'Afrique a le paradigme de croisement. Nous sommes naïfs par essence. C'est-à-dire que, comme le paradigme de la loi veut que nous croisions toutes les choses mauvaises, bonne ou mauvaise, l'Africain d'aujourd'hui est à la fois musulman, chrétien, maçon, etc. Parce que son paradigme lui prescrit de ne pas refuser une chose, c'est la logique ternaire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comme le modèle cartésien où c'est ça ou ce n'est pas ça. Non, l'Africain dit c'est ça, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi l'autre. En attendant que les choses changent. Vous comprenez? Nous sommes prisonniers du paradigme qui veut que, par essence, nous acceptons que toutes les choses dans l'univers sont de l'ordre de la création. Maintenant, nous devons lutter contre cette naïveté. Sinon, on va être une fois de plus pris dans le piège des Maliens de l'époque de l'Empire du Mali, qui n'avaient pas vu venir l'Occident devenu farouche. Parce que le modèle africain estime que la violence, c'est un genre bidon. L'Africain ne se prépare pas à être violent ou à avoir des armes. Les Africains ont toujours estimé que prendre des choses pour tuer l'autre, ça n'entre pas dans ces catégories mentales. Vous comprenez? Donc chaque fois que l'Afrique réussit à s'en sortir, elle revient sur ses anciennes bases mentales parce qu'elle n'est pas sous pression. L'Occident, lui, il est sous pression.
par son modèle d'hégémonie, son modèle de capitalisme, son modèle de domination. Donc il en a besoin, il vit de ça. Chaque fois que vous dormez un peu, il vous rattrape pour vous buter. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, vous avez vu en Libye, c'est comme ça. L'Occident, c'est ça, c'est la violence. Je crois avoir répondu à vos questions. Y a-t-il une autre réaction dans la salle? Bon, à titre d'information, je vais compléter ce qu'il a dit pour la réponse sur pourquoi nous en sommes là. Historiquement, il faut savoir que l'empire de Tamérie est conquis à partir du moment où Ashurbanipal, en 661, avant JC, rentre et arrive jusqu'à Vincennes, à Thèbes, au cœur du pouvoir. Il détruit Thèbes. Et de 661 à 639 après Jésus-Christ, donc de 661 avant à 639 après Jésus-Christ, c'est l'entrée des Arabes avec le général Amr. Pendant 1000 ans, il y a eu la succession de plusieurs empires étrangers au modèle barbare et hégémonique, qui ont détruit systématiquement. Ils ont détruit les temples, déporté comme pendant l'esclavage les architectes, les médecins, les prêtres, et tout le reste, c'est-à-dire la crème de la crème. Il faut savoir ici, et M. Lasconi va nous le présenter, que c'est les plus grands génies entre le 18e, le 17e et le 20e siècle, qui sont kamites, ce sont ceux qui avaient été déportés dans les Amériques. Vous allez voir les centaines et les centaines et les centaines de brevets, d'inventions qui viennent de nos frères déportés, qui n'avaient ni le droit d'apprendre, ni le droit de posséder un bien, ni le droit de faire quoi que ce soit. Mais des centaines et des centaines de matériel qu'on utilise aujourd'hui et qu'on croit être des produits venant d'ailleurs. Donc c'est à peu près la même chose. Mais vous prenez ça sur 1000 ans. Oui, en fait, pour te répondre, c'est très très simple. Lundi, si tu as le temps dont tu viens, je ferai un exposé sur la contribution des Afro-descendants dans l'émergence du panafricanisme. Et là, je vous montrerai encore d'autres pyramides que les Africains, pendant l'esclavage, donc une période très récente, ont bâti. Le Brimstone Hill Fortress a pris 107 ans de construction. 107 ans sous le fouet où des Africains prenaient des pierres et les montaient. Et vous verrez la précision technologique. Ça a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1983. En dehors de cela, nous avons le palais de Sans Souci à Haïti, qui est aussi haut que la Tour Eiffel. Ce sont les Africains déportés dans la captivité. Imaginez-vous, avec le fouet, nous avons réussi des exploits technologiques de ce niveau. Donc, dans la liberté, quand l'Africain n'est pas attaqué, n'est pas traumatisé, il peut encore faire mieux. Donc, comme on a eu des siècles de stabilité en Égypte, c'est ce qui explique ces prouesses. Maintenant, nous sommes tombés, on sait pourquoi. Merci, merci. Et on va demander en faire Mélec, s'il est déjà prêt, de s'installer.